Fin des voitures thermiques pour 2035, taxation du kérosène de manière progressive sur 10 ans, taxation carbone des importations. La Commission européenne frappe fort pour atteindre les objectifs que les Européens se sont fixés pour lutter contre le dérèglement climatique et donc réduire, on le rappelle, d'ici 2030, nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On a ce paquet donc, de 12 propositions dévoilées mercredi par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est vraiment un Big Bang pour vous? Parce que quand on voit un peu les réactions des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles européens, on se dit, quand on les voit comme ça vent debout, que ce plan semble assez explosif quand même. Ambitieux. C'est d'abord un jeu de théâtre, c'est-à-dire qu'on a une commission qui a tout intérêt à dire que c'est très ambitieux, qui frappe très fort. On est dans une logique un peu de Green Deal, évidemment de prise en compte de la contrainte climatique. Et puis, deuxième acte de ce théâtre, c'est le monde des entreprises qui est visé, notamment, on y reviendra, par le marché du carbone et qui considère que ça augmentera son coût, que ça se répercutera sur les consommateurs, sur les clients et que ça peut même, je dirais, mettre à mal des emplois. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il y a un double... il y a un double jeu, celui de la Commission qui un peu bombe le torse en disant que ce schéma-là est très très ambitieux et qu'elle a pris la mesure du problème climatique. Et puis d'autre part, les lobbies qui évidemment crient au loup de façon, je dirais, dans une sorte de, non pas de réflexe, mais ils tiennent à ce que leur compte ne soit pas détérioré, notamment après le passage du Covid. Tout ça est finalement assez classique. On revoit ça à chaque initiative de la Commission et souvent, malgré tout, eh bien, on est souvent déçu à l'arrivée. Ouais. Encore une fois, il y a 12 propositions, mais il y a plusieurs piliers. L'un des piliers principaux du plan, c'est l'élargissement du marché du carbone européen, avec un abaissement des plafonds de quotas d'émissions, pardon si c'est un petit peu technique, et l'extension du marché du carbone à de nouveaux secteurs, vous le disiez, hein, Franck, le transport maritime, le transport routier, le chauffage. Vous en pensez quoi? Moi, je suis un peu déçu. D'abord, je dirais, c'est pour ça, en ce sens que c'est pas véritablement un Big Bang. Je suis déçu parce que on parle de taxe carbone un peu rapidement, mais ce n'est pas une taxe carbone. C'est-à-dire que la Commission a une nouvelle fois choisi la voie la plus libérale, la voie de marché, pour résoudre le problème. Attendez, je vous coupe. Attendez, Franck, on parle d'une taxe carbone aux frontières. Oui, pour enchérir le coût des importations venant de pays qui sont moins regardants sur les normes environnementales. Ça devrait vous plaire, non? Oui, oui, mais sur le papier, encore une fois, ce n'est pas sur le papier. On avance effectivement par rapport au libre-échange classique des années 90, mais en revanche, c'est pas exactement une taxe. Ce mécanisme-là, je dirais, relève d'un mécanisme de marché avec des droits à polluer. Et là où on peut considérer qu'il y a des recettes de l'État, c'est-à-dire que le marché, les droits à polluer ne sont pas alloués gratuitement, ils sont payants. Et donc effectivement, il va y avoir des recettes pour l'État. En revanche, le prix, et ils ne sont pas négociables, mais le prix auquel ça se négocie, ça s'alloue, vont quand même dépendre du prix du marché. Donc vous avez normalement un État, lorsqu'il décide de taxer, il a la main sur son taux, sur son assiette, sur son taux. Là, vous n'avez pas exactement la main. Donc, il y a une forme je dirais, de mensonge sur l'expression de taxe carbone. C'est pas exactement ça. C'est des droits à polluer qui vont devoir être. Ouais, mais quand on voit la trajectoire, Franck, quand on voit la trajectoire des prix du carbone, on se dit que c'est haussier. Donc, le signal prix, il est clair. Alors, il y a un signal prix, effectivement, encore pour changer les comportements. On pourra en discuter de ça, parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, on est dans une logique de pénurie, d'augmentation des prix. On verra dans quelques mois comment ça se passe. Il n'est pas impossible, s'il y a en plus je dirais, la reprise qui n'est pas totalement au rendez-vous, que les prix baissent, ça d'une part, et d'autre part, c'est pas uniquement qu'une question de prix, c'est aussi une question de périmètre. C'est-à-dire que le périmètre est restreint.
Les importateurs qui ne sont pas respectueux, pas très regardants sur les normes environnementales, ce sont des industriels qui commercialisent de l'acier, David, du ciment, de l'électricité, des pesticides. Il n'y a pas de produits manufacturés. Il n'y a pas de produits manufacturés, ce qui représente en gros 4% des importations. On est sur quelque chose comme des recettes de, je parle strictement du mécanisme de taxes aux frontières, enfin de droits pollués aux frontières. C'est autour de 2,1 milliards de recettes, sachant que Donc le compte n'y est pas, c'est ça? Le compte n'y est pas tout simplement parce que c'est restreint. C'est que ce ne sont pas des produits manufacturés. Vous avez l'automobile, ça ne sera pas le cas. L'acier, ça sera le cas. Vous pouvez même imaginer, effet pervers, ironie suprême de l'histoire, David, que les exportations, du coup, les Chinois ont plus intérêt à exporter des produits manufacturés, de l'acier, des voitures, des automobiles, plutôt que de l'acier. Puisque sur l'un, ils ne vont pas payer de taxes et sur l'autre, ils vont en payer. Donc on peut même imaginer que tout cela ne favorise pas la réindustrialisation de l'Union européenne. Donc là, il y a un vrai problème. Problème, si je peux juste résumer d'un mot, problème de périmètre restreint et problème prix. Puis sur le prix, c'est intéressant parce que si les gros émetteurs, pour le coup, de gaz à effet de serre, on pense aux fournisseurs notamment de fioul domestique ou même de carburant, s'ils doivent acheter donc des quotas d'émissions, on se dit qu'ils vont répercuter ce surcoût à la charge et sur la facture des clients. Et donc, c'est une peur de bon nombre d'ONG notamment, de voir des ménages, notamment les plus modestes, trinquer. À cela, la Commission européenne répond, mais on aura un fonds de 70 milliards d'euros pour lutter contre cette précarité énergétique. Oui, voilà, 72 milliards d'euros qui seront financés en prélevant aux États membres 25% des recettes du nouveau marché carbone. Donc, effectivement, ça ne sera pas totalement répercuté sur les ménages, encore que ça suppose quand même un manque à gagner par rapport à l'État. Mais je veux dire, l'argument, je dirais, de ceux qui sont plutôt dans une logique de protectionnisme vert, c'était de dire qu'effectivement, à partir du moment où vous faites payer des taxes ou vous mettez des barrières à l'entrée de vos frontières, vous augmentez le coût de l'importation. Et donc, quelque part, ce coût de l'importation, il se répercute dans les... Quelqu'un doit le payer. Ça, c'est l'argument du libre-échange. Mais le contre-argument, c'est de se dire, oui, sans doute, mais aujourd'hui, le problème, on n'a pas un problème forcément de coût de la vie, on a un problème surtout de salaire, et notamment de désindustrialisation. Si les gens ont un salaire qui augmente, parce que à cause du libre-échange, le salaire est contenu, on n'a pas d'augmentation de salaire, notamment de ceux qui, parmi les classes moyennes et les employés qui sont exposés aux 4 vents de la libre concurrence, eh bien eux, effectivement, ils ne voient pas leur salaire augmenter et ils voient même, je dirais, la désindustrialisation avoir lieu. Donc on peut imaginer qu'après tout, on échangerait volontiers une augmentation des prix au supermarché contre l'assurance d'avoir un emploi avec une certaine pérennité d'industrialisation et puis un salaire digne de ce nom. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est effectivement que si on n'a pas la réindustrialisation qui est au rendez-vous et qu'on a en revanche au rendez-vous une augmentation des prix de consommation, là effectivement c'est du perdant-perdant cette histoire. Ouais. Encore une fois, on finit là-dessus, Franck, c'est une proposition de la part de la Commission européenne, ce paquet climat, ces 12 propositions, tout ça potentiellement peut être détricoté à la fois au Conseil européen avec les chefs d'État, mais aussi au Parlement européen, donc tout ça n'est pas fait encore. Oui, exactement, vous avez raison, tout cela peut être détricoté, il va y avoir, ça va être la grande danse du ventre des lobbies qui ont commencé à chiffrer les effets sur les emplois. Et puis, vous avez un mécanisme qui s'appelle la majorité qualifiée, c'est-à-dire que vous devez avoir, pour faire simple, 60% des États membres représentant une certaine partie de la population qui sont d'accord avec cette proposition. On peut imaginer que ça passe. On peut imaginer aussi que si certains grands pays
sont pas forcément d'accord. Il faudrait voir quelle est l'opinion de l'Allemagne, même si, a priori, dans la mesure où ce ne sont pas des produits manufacturés, mais ce sont plutôt des produits de base, ça devrait passer. Mais c'est pas évident d'avoir une majorité qualifiée. On a toujours l'impression qu'à partir du moment où on sort de l'unanimité, c'est réalisable. Effectivement, si on sort de l'unanimité, de l'exigence d'unanimité, ça peut être réalisable, mais la majorité qualifiée, c'est pas quelque chose de si facile à obtenir. Ouais, c'est pas automatique. Non, pas du tout. Loin s'en faut. C'est pas la majorité simple. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Passez un bel été, on se retrouve à la rentrée. Merci beaucoup, David. Salut, Au revoir. Au revoir.